ce qui est clair, c'est que les Iraniens veulent faire savoir qu'ils ne veulent pas la guerre, ils veulent faire savoir qu'ils n'y sont pour rien. Même si cette opération, ce jour-là, leur a échappé, ils étaient dans une logique de guerre contre Israël. Ils ont peut-être été surpris par la réaction d'Israël. Si l'Iran entrait dans la guerre avec Israël, eh bien, ça deviendrait une guerre avec les États-Unis. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Avec comme thème cette semaine, Israël va-t-il pouvoir régler ses comptes avec l'Iran ? Pour en parler en ligne avec nous, Michel Taubman. Bonjour et shalom, Michel. Bonjour. Vous êtes journaliste, ex-chef du bureau parisien de l'information à la chaîne franco-allemande Arte, ancien rédacteur en chef de la revue Le Meilleur des Mondes, essayiste et directeur d'ouvrage aux éditions de l'Archipel, ainsi que co-auteur de l'histoire secrète de la révolution iranienne, un livre paru en 2009 aux éditions de Noël. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Pensez-vous qu'avec la fin de la trêve à Gaza et la reprise de l'offensive de Tsahal, l'Iran risque de lancer, quant à lui, une offensive plus agressive contre Israël par l'intermédiaire notamment de ses proxies, notamment le Hezbollah au nord du pays et les Houthis au Yémen? Alors écoutez, d'abord, je ne lis pas dans le mar de café. C'est que la plupart des experts sur tous les sujets, en général, se trompent quand on leur demande de prévoir l'avenir. Moi, je me souviens des meilleurs experts qui nous disaient en février 2022 que l'Ukraine allait en 3 jours être envahie, que l'armée russe serait en 3 jours à Kiev. D'autres, les mêmes, qui nous disaient que la contre-offensive ukrainienne l'été dernier allait réussir. Donc, c'est quelque chose. Je crois la prudence s'impose dans tous les domaines. La prudence s'impose dans tous les domaines, et il y a toujours plusieurs hypothèses. Ce qui est clair, c'est que jusqu'à présent, là, il est plus facile de parler du passé et du présent que de l'avenir. Jusqu'à présent, l'Iran a évité soigneusement d'entrer dans la guerre. Pourquoi ? Parce que l'Iran n'y a aucun intérêt. L'Iran n'a aucun intérêt à une guerre ouverte avec Israël. Ce serait une guerre coûteuse pour Israël, mais ce serait une guerre encore plus coûteuse pour l'Iran. Et dans une guerre conventionnelle, Israël, allié avec les États-Unis, l'emporterait, sans aucun doute. Et le régime islamique serait balayé. Donc, la situation est telle que le régime islamique iranien pense d'abord à sa préservation, la préservation du pouvoir est la principale préoccupation des Iraniens. Vous doutez bien que les Palestiniens, en réalité, ils s'en fichent complètement. Les Palestiniens et même le Hamas n'est qu'un pion dans l'échiquier moyen-oriental dont dispose l'Iran avec le Hezbollah, qui est un pion beaucoup plus important, avec les Houthis au Yémen, etc. Et donc là, ce qui est important pour eux, c'est aujourd'hui de préserver le pouvoir. Ce pouvoir iranien, on n'en parle pas beaucoup. C'est comme ça l'actualité. Lorsqu'il y a eu le mouvement des femmes, on en parlait beaucoup, et puis après, on n'en a plus parlé. Un événement ne chasse pas l'autre. Les événements se superposent, mais ils ne chassent pas les événements précédents. Et donc, le régime islamique iranien a réussi par la répression à étouffer le mouvement de contestation qui s'était développé l'année dernière avec les femmes. Mais il ne s'est pas réconcilié avec la société civile. Et ce régime est fragile. Un des objectifs, par exemple, qu'il visait à travers cette guerre avec Israël, alors, quand je dis qu'ils ne veulent pas entrer dans la guerre ouvertement, ça ne veut pas dire qu'ils ne soutiennent pas le Hamas, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas souhaité que le Hamas entre en guerre contre Israël, qu'ils n'ont pas souhaité ce massacre, etc. Mais pourquoi ils soutiennent cette guerre et pourquoi ils ont besoin d'un état de guerre permanent, pas d'un état de guerre ouvert, mais d'un état de guerre permanent avec Israël, et surtout, ils ont besoin qu'on voit sur toutes les télés du monde des images de Palestiniens sous les bombes, parce qu'ils ont besoin de mobiliser leur société civile dans un réflexe de solidarité intermusulmane contre Israël, et deuxièmement, de réunifier un régime qui était très divisé jusqu'à présent. Et le résultat de 2 mois de guerre à Gaza, c'est que pour l'instant, la société civile est loin de soutenir l'intervention indirecte de l'Iran contre Israël par l'intermédiaire du Hamas et par l'intermédiaire du Hezbollah, loin de le soutenir, et c'est le seul pays du Moyen-Orient, à part Israël, où on a vu conspuer des drapeaux palestiniens, et où
une grande majorité de la population ne soutient pas les Palestiniens. Et même, on se souvient de manifestations il y a 2 ans, 3 ans, où les gens dans la rue disaient de l'argent pour l'Iran, pas d'argent pour le Hamas, pas d'argent pour Gaza, pas d'argent pour le Hezbollah. Donc la population iranienne n'est pas réconciliée avec son régime. D'après les sondages publiés il y a quelques mois, 70 à 75% des Iraniens souhaitent que le régime ne soit plus islamique. Ils souhaitent une démocratie ou un régime laïque, mais ils ne souhaitent plus un régime islamique. Le deuxième objectif qui est important pour eux, c'était de réunifier le régime. Et là, ce qui est à signaler, c'est que les principaux dirigeants réformateurs, c'est-à-dire de l'opposition interne au régime, Moussaoui, qui a été Premier ministre de Khomeini au début des années 80 et qui a été le candidat malheureux à l'élection présidentielle en 2009 contre Ahmadinejad. Moussaoui a condamné la guerre, le massacre. Il a condamné le massacre perpétré par le Hamas contre Israël et il condamne cette guerre. L'ancien président Rouhani a condamné aussi cette guerre. Son ministre des Affaires étrangères a condamné cette guerre. L'ancien président Khatami a condamné cette guerre. Donc pour l'instant, les objectifs de politique intérieure sont loin d'être remplis pour le régime islamique. Et je crois que le fossé est tel entre le régime et son opposition interne et sa population que quoi qu'il arrive dans l'avenir à Gaza, il n'y aura pas de fruits sur le plan intérieur. Voilà, donc voilà un peu dans quelle situation sont les Iraniens. Après, les événements sont-ils négatifs pour eux? Non, ils les voient positivement parce que de toute façon, ils voient les choses à long terme. Ils voient les choses à long terme et donc ils n'envisagent pas la destruction d'Israël à travers une guerre ouverte. Je l'ai dit, ils la perdraient. Mais ils envisagent une situation de crise, d'instabilité, de guerre au pluriel, qui mènerait plutôt à la désagrégation interne d'Israël qu'à sa défaite militaire. Tout le monde sait qu'une défaite militaire dans une guerre conventionnelle est impossible pour Israël. Par contre, l'usure du pays, la crise économique et la division surtout interne sont des choses qui sont regardées avec beaucoup d'attention du côté de l'Iran et du Hezbollah, parce que quand Nasrallah parle, c'est l'Iran qui parle. Et souvenez-vous, dans les semaines qui ont précédé le massacre du 7 octobre, les massacres du 7 octobre, Nasrallah a fait des discours, Khamenei, le chef suprême iranien, a fait des discours pour attirer l'attention sur la crise politique intérieure en Israël. Et ils ont vu que dans ces pays, des réservistes manifestaient contre le régime, contre le pouvoir politique et menaçaient de ne plus aller à l'entraînement. Ils ont vu que des personnalités israéliennes menaçaient de quitter le pays si la réforme de la justice n'était pas retirée. Et ils sont très attentifs à ces éléments. Au-delà de la question militaire, ils sont attentifs à ce qui se passe à l'intérieur d'Israël. Et je veux dire une dernière chose, les Israéliens, les Américains, les Français ont besoin de services de renseignement très affûtés pour savoir ce qui se passe chez leurs ennemis. Les Israéliens, avec toute la puissance de leurs services de renseignement et toute leur sophistication technologique, finalement, ne savent pas tout de ce qui se passe à Gaza. C'est très difficile, on ne sait même pas où se trouve le chef militaire du Hamas. Eux n'ont pas besoin de services de renseignement puisque dans nos démocraties, tout est transparent. Et donc, ils voient quotidiennement à la télé. Il suffit de regarder la télé, de lire les journaux, de regarder les réseaux sociaux pour voir l'état de la société israélienne. Et ils voient qu'il y a des désaccords. Ils ont vu les désaccords entre Gantz et Netanyahou. Ils voient les manifestations. Ils voient aujourd'hui les désaccords supposés entre le Premier ministre et le ministre de la Défense. Donc, ils sont attentifs à tout ça. Pour résumer, la guerre entre l'Iran et Israël a commencé en 1979 avec l'avènement du régime islamique. C'est pour eux une guerre de longue durée avec des phases actives, des phases moins active. Et là, on est dans une phase où, par l'intermédiaire du Hamas, par l'intermédiaire du Hezbollah, les Iraniens interviennent, mais de se dire c'est pour eux. Le but, c'est de donner des coups pour arriver à un but à long terme et éviter un affrontement direct avec Israël qu'ils perdraient forcément. Alors, sur un plan plus conjoncturel, d'après plusieurs analystes arabes vivant dans le Golfe Persique, l'Iran aurait en fait aurait été jusqu'à désavouer le Hamas pour avoir pris tout seul l'initiative d'attaquer Israël le 7 octobre,
en trahissant, j'allais dire entre guillemets, un plan bien plus large préparé de longue date et coordonné par Téhéran d'attaques simultanées de l'État hébreu sur plusieurs fronts par le Hezbollah, le Hamas, les missiles iraniens eux-mêmes et aussi les Houthis sans doute. Et donc, avec comme résultat de cette trahison un soutien moindre de Téhéran au Hamas. Donc un soutien mitigé. Est-ce aussi votre avis, partagez cette analyse-là? Alors, je vais vous dire, moi, j'ai eu accès à des informations différentes. Mais en réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Est-ce qu'il y a de l'intoxication? Moi, j'ai eu accès à des informations selon lesquelles l'offensive du 7 octobre était préparée dans une réunion secrète dans laquelle étaient représentés cinq dirigeants du corps des gardiens de la révolution iranien, deux membres du Hezbollah, deux membres du Hamas. Donc, ça aurait été téléguidé par Téhéran. Est-ce que ce qui a été téléguidé, c'est l'idée d'une offensive globale? Est-ce que et non pas l'idée de ce massacre-là, ce jour-là, à cette heure-là, etc. Est-ce que les Iraniens sont en train de nous intoxiquer? Parce que ça, c'est quand même une thèse qu'il ne faut pas écarter par l'intermédiaire du Hezbollah, de Nasrallah, par l'intermédiaire d'informations là qu'il faut fuiter, comme celle que vous venez de citer. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les Iraniens veulent faire savoir qu'ils ne veulent pas la guerre, ils veulent faire savoir qu'ils n'y sont pour rien. On sait bien que même s'ils n'ont pas, même si cette opération de ce jour-là leur a échappé, ils étaient dans une logique de guerre contre Israël. Mais je crois quand même que ce qui a changé, ils ont peut-être été surpris par la réaction d'Israël. Il faut voir que la logique des uns n'est pas celle des autres, et notre logique à nous n'est pas forcément, même pas du tout la logique de gens qui sont très idéologisés, très fanatisés. Et peut-être ont-ils vraiment cru que ces derniers mois, Israël était en train de se désagréger. Je me souviens très bien de Nasrallah disant, les sionistes, puisqu'il dit jamais israéliens, sont en train de retourner dans leur pays, parce qu'il avait vu des informations selon lesquelles des personnalités avaient dit je retournerai vivre en Europe ou aux États-Unis. Donc peut-être se sont-ils raconté une histoire et imaginant qu'Israël n'allait pas réagir, imaginant que les Israéliens allaient réagir comme d'habitude par une opération militaire de 5 jours, de 10 jours, et qu'à la fin, il y aura une négociation. Peut-être se sont-ils imaginé cela. Peut-être aussi ont-ils été surpris par l'absence de défense israélienne. C'est-à-dire qu'une opération qui était planifiée pour entrer en Israël et peut-être pour tuer quelques dizaines d'Israéliens, quelques dizaines de soldats et prendre quelques dizaines d'otages, peut-être les résultats ont-ils dépassé leurs espérances. Et donc, s'il y avait eu une vingtaine de soldats tués, la réaction d'Israël n'aurait peut-être pas été la même que là où il y a 1200 personnes, dont des civils, plus de 150 otages, etc. Donc, peut-être qu'eux-mêmes ont été surpris par l'ampleur de leur victoire, entre guillemets, et qui a entraîné une réaction israélienne qu'ils n'avaient pas imaginée. Donc on est là aujourd'hui dans des hypothèses, mais ce qui est clair, c'est que les Iraniens ont surtout vu, on parle des choses qui existent et pas des hypothèses, une chose, c'est la réaction israélienne à Gaza et surtout la réaction américaine, car là, je crois qu'il faut pointer vraiment l'attitude de Joe Biden, qui est, je pense, un grand président des États-Unis, contrairement à certains de ses prédécesseurs, qui, contrairement à Barack Obama, n'a pas fait des grands moulins et des paroles et machin, mais qui a tout de suite décidé d'envoyer 1 puis 2 porte-avions en direction dans la région, de les positionner et de faire passer le signal très clair à l'Iran que si l'Iran entrait dans la guerre avec Israël, eh bien, ça deviendrait une guerre avec les États-Unis. Et ça, c'est une des choses dont les Iraniens ont le plus peur depuis le début. J'en parlais récemment, là j'interviewais pour la revue politique internationale une personnalité qui était un fondateur des gardiens de la Révolution, qui a quitté le régime, qui est devenu un dissident aujourd'hui, et il me disait qu'ils étaient angoissés. Khomeini avait très peur au moment de la Révolution que les Américains interviennent pour aider le Shah. Et après, il avait très peur, même quand ils ont pris les otages à l'ambassade américaine, ils étaient prêts à négocier très vite. Ils ont été surpris d'ailleurs des hésitations, des faiblesses américaines. Et donc, il y a toujours cette espèce d'on joue à provoquer les États-Unis, on crie très fort, on dit qu'on va détruire le grand Satan, mais on veut surtout éviter une confrontation ouverte avec les États-Unis. Donc ça, je crois que la réaction américaine a pesé dans la situation, et peut-être que les Iraniens maintenant veulent réécrire l'histoire en disant nous, on voulait une intervention sur 5 fronts,
Et puis c'est le Hamas qui nous a trahis ou qui a pas suivi les consignes. Mais moi, ce que je vois en tout cas comme fait essentiel, c'est la réaction américaine, la menace américaine de guerre ouverte contre l'Iran. Et là, je crois qu'ils ont mis une ligne rouge, une vraie ligne rouge, pas seulement en parole, une ligne rouge qui, pour l'instant, est respectée par les Iraniens. Alors après, vous savez, malheureusement, dans les guerres, on sait toujours comment ça commence, on ne sait jamais comment ça évolue et comment ça se termine. Il peut y avoir un enchaînement d'événements à la frontière nord d'Israël, avec à un moment donné une provocation, un groupe du Hezbollah qui tue des civils israéliens ou des soldats israéliens ou qui capture des soldats israéliens. Ça, c'est moins probable vu maintenant la situation et le positionnement de la troupe, des troupes israéliennes. Mais il peut y avoir à un moment donné un événement qui nous fasse basculer dans la guerre. Mais pour l'instant, le Hezbollah, à la fois parce que l'Iran n'en veut pas et parce que le Hezbollah a beaucoup à perdre au Liban, parce que le Hezbollah, c'est pas le Hamas, c'est une très grosse organisation, c'est une menace militaire bien plus importante pour Israël que celle que représente le Hamas. C'est 150 000 à 200 000 missiles et des missiles de moyenne portée qui peuvent frapper le centre d'Israël. Mais pour l'instant, ils sont tenus en lisière par les Américains, même si dans une guerre comme celle-là, on ne peut jamais anticiper les développements et les événements. Alors, on le sait depuis longtemps, l'Iran a déployé, sur un plan, j'allais dire, plus général, une stratégie visant à l'hégémonie régionale en actionnant ses alliés qui déséquilibrent depuis des années et rendent instables plusieurs pays de la région, en Irak avec les missiles chiites, au Liban, avec, vous le disiez, avec le Hezbollah, en Syrie avec la présence d'escadrons d'officiers iraniens des gardes de la Révolution pour booster et laisser en place le régime Assad, et au Yémen en soutenant les rebelles de la sécession Houthi. Et on parle même maintenant d'une hypothèse que l'Iran tourne ses yeux vers la Jordanie, comme l'ont révélé certaines analyses, en s'appuyant sur certaines factions islamistes radicales palestiniennes opposées au régime du roi Abdallah. Alors, dans ce contexte où l'Iran avance ses pions, avec patience, certes, vous le rappelez vous-même, mais ne serait-il pas grand temps, peut-être en saisissant l'occasion de cette crise ouverte et de cette guerre, qu'Israël et les États-Unis et d'autres pays occidentaux mettent enfin un holà à cette stratégie hégémonique d'encerclement de toute la région par les mollahs de Téhéran? Est-ce que c'est pas une fenêtre d'opportunité pour commencer à régler ses comptes avec un régime qui en fait qui fomente et qui répand le terrorisme aux quatre coins de la région? Vous avez tout à fait raison. Ce qui est vrai, et ça on ne le voit pas assez, c'est qu'on n'est pas, je répète, on n'est plus dans la situation des guerres conventionnelles comme la guerre du 14 entre l'armée française, l'armée allemande, les armées autrichiennes et l'armée russe. On n'est plus dans cette situation-là, on est dans la guerre hybride. Et un pays qui est moins fort militairement peut finir par gagner politiquement, diplomatiquement, économiquement, et donc finalement peut triompher d'une guerre. C'est d'ailleurs la stratégie de la Russie. La guerre hybride, c'est cette stratégie qui est menée par la Russie c'est assez impressionnant de voir que l'armée russe n'a pas été capable de venir à bout de l'armée ukrainienne en presque 2 ans de guerre. En même temps, parallèlement, elle a mené une stratégie multiple, comme une toile d'araignée, de mobilisation des pays du Sud. Comme on ne peut pas gagner la guerre à la loyale, on mobilise les pays dits du Sud contre l'Occident, contre l'impérialisme américain, etc. On en fait une guerre de civilisation de la société. Alors lui, il dit même la société chrétienne, même s'il y a alliance avec les islamistes, contre la société décadente de l'Occident. On va voir les pays africains pour les dresser contre les anciens colonisateurs. Voilà, c'est ça la guerre hybride. Et l'Iran fait partie de cet axe-là aujourd'hui, puisque on est quand même aujourd'hui, on peut pas dissocier ce qui se passe aujourd'hui de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire que la Russie ne veut pas entrer en guerre contre les États-Unis. La Russie ne veut pas entrer en guerre contre Israël. Mais la Russie a intérêt à ce qu'il y ait ce deuxième front. Et d'ailleurs, on en voit les bénéfices pour elle en Ukraine, puisque le fait même que tout l'intérêt médiatique soit maintenant concentré sur Gaza et sur Israël détourne de ce qui se passe en Ukraine. Et puis aussi, les moyens militaires des Occidentaux sont limités, les moyens militaires, économiques, et la capacité des opinions publiques occidentales, des parlements, et en premier lieu le Parlement américain, à voter des crédits pour aider les Ukrainiens et pour aider les Israéliens, elles sont limitées. Donc on est dans cette guerre hybride. Et de ce point de vue-là,
les Iraniens, ils ont déjà remporté des victoires, c'est-à-dire l'invincibilité d'Israël, elle est quand même aujourd'hui mise à mal. Deuxièmement, ils ont mis la main sur ce talisman du monde arabe qui est la cause palestinienne. C'est un talisman qui permet d'ouvrir la voie vers le cœur des masses arabes, puisque dans les pays arabes, on ne peut pas manifester contre le coût de la vie, contre la corruption, contre les dictatures, mais on peut manifester contre Israël. Et donc, ils sont devenus les leaders, et c'est ça l'enjeu, je pense, pour eux, au-delà d'Israël, c'est de prendre le leadership du monde musulman. Alors, on est dans une guerre dont l'objectif, quand je dis une guerre, au-delà du Hamas, parce que le Hamas peut disparaître, l'Iran restera, le Hezbollah restera. Et d'ailleurs, dans cette guerre, Israël consacre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de pertes humaines à détruire le Hamas. Israël a les moyens de le faire, mais ensuite, une fois le Hamas détruit, ben, il restera le Hezbollah, qui est une menace militaire bien plus forte. Merci Michel Taubman pour toutes ces précisions. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir Merci à écoutés vous. et à bientôt.